chers collègues, chers étudiants, chers amis, chères familles, je suis très honorée d'être ici pour cette leçon inaugurale. Et ce que je vais essayer de faire, c'est un peu de mettre en perspective mes travaux passés et puis futurs pour je dirais, un meilleur Internet. Donc, essayons de revenir un tout petit peu sur les débuts d'Internet. En fait, Internet est né d'une promesse assez grandiose qui était de faire communiquer tous les ordinateurs de la Terre de manière instantanée et gratuite. Et ça a été un projet éminemment collaboratif puisque ça réunit des États, des gouvernements, beaucoup de scientifiques pour arriver à cette fin. Et la beauté en fait, et l'efficacité d'Internet réside vraiment dans deux choses, la collaboration et la décentralisation. Alors, comment c'est venu? Donc, dans les années 60-70, des militaires, en fait, le but initial des militaires américains, c'était de faire en sorte que s'il y a une partie d'un réseau, enfin, des machines qui étaient attaquées, les informations pouvaient toujours être disponibles quelque part ailleurs dans le monde. Et pour ça, il fallait faire en sorte de pouvoir faire communiquer des machines, de sorte qu'on puisse faire transmettre des informations et partager des ressources et de manière à les répliquer pour que si une partie du réseau tombait en panne, les informations étaient toujours disponibles. Donc en 65, il y a eu la première connexion entre le Massachusetts et la Californie, c'était le tout début. Et en fait, la vraie naissance d'Internet, c'est en 83. Et donc c'est dû à Vint Cerf et Bob Kahn qui ont inventé le protocole TCP/IP qui permettait de faire communiquer des ordinateurs connectés à des réseaux très différents, des ordinateurs différents et d'avoir un peu un langage universel. Et en fait, Internet, c'est un réseau éminemment collaboratif et éminemment décentralisé. Donc, il est bien évident qu'entre tous les ordinateurs de la planète, il n'y a pas un câble qui les rejoint. D'accord ? Donc, il faut passer par un réseau. Et en fait, ce réseau, c'est un petit peu, on peut voir ça un peu comme un réseau autoroutier. Donc, par exemple, dimanche, on est venu de Rennes à Lausanne. Et en fait, nulle part, il y a la connaissance globale de ce réseau. C'est-à-dire que quand on est parti de Rennes, on a suivi les panneaux Paris dans un premier temps. Ce n'était pas écrit Aubonne. Et donc, ensuite, on a continué et effectivement, quand on s'approche de Paris, on commence à voir la direction pour Lyon. Alors, on la prend et puis seulement quand on s'approche de Lyon, on commence à voir les directions pour Genève. Donc, on voit qu'à chaque étape, on se rapproche de la destination. On n'a pas la connaissance globale, mais on sait s'en rapprocher. Et évidemment, on peut imaginer que s'il y a un problème au milieu du réseau, eh bien, on va pouvoir le contourner par une autre route, ce qu'on a fait puisqu'on est tombé en panne sur l'autoroute et que donc, il a fallu qu'on aille dans un bled à côté et on a pu se réorienter. Et donc, on voit aussi qu'on peut imaginer avoir des débits très différents sur ces routes-là. Quand on part de Rennes, on passe dans la ville, après on passe sur des départementales, des nationales, le réseau autoroutier. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que au milieu de ce réseau, alors je vais essayer de, je ne sais pas où est le pointeur, peut-être celui-là, voilà. Au milieu ici, ça va être les câbles sous-marins qui sont sous la mer. Donc voilà, donc ça c'est comme ça qu'Internet fonctionne. Ensuite, un peu plus tard, il y a un autre chercheur britannique, celui-là, qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui en fait est l'inventeur du web. Ça s'est passé pas très loin d'ici au CERN. Et lui, ce qu'il avait envie de faire, c'était de faire en sorte que tous les scientifiques puissent échanger des informations et partager des ressources. Et donc, au passage, il a inventé le web. Alors, qu'est-ce que c'est que le web ? C'est en fait, alors là, je prends l'exemple d'un site de news. Si on a Bob ici qui a envie d'aller voir les nouvelles sur son site de news, eh bien, en fait, il va utiliser l'invention de Tim Berners-Lee, c'est-à-dire que dans un premier temps, son navigateur qui reçoit cette adresse va aller regarder une espèce de répertoire dans lequel on va lui fournir l'adresse Internet, pour le coup, du site qui l'intéresse. Et après, grâce à un protocole HTTP, en l'occurrence, ils vont pouvoir s'échanger les informations. Enfin, le navigateur de Bob et le site web vont pouvoir s'échanger des informations et communiquer. Donc ça, c'était la deuxième couche. Et encore une fois, il y avait des promesses de web ouvert, gratuit, etc. Et en fait, malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que ce qui s'est passé dans les années qui viennent de s'écouler, c'est que malgré cette décentralisation initiale, le web est devenu quelque chose d'extrêmement centralisé, et en particulier parce que par l'intermédiaire de tous ces sites qui existent aujourd'hui et sur lesquels les utilisateurs, nous, on est tous connectés, qui nous facilitent la vie au quotidien, il ne faut pas se mentir, comme diraient les jeunes, eh bien, on se retrouve dans un système où ces grands géants du numérique connaissent énormément de choses, collectent énormément de données et ont réussi ce tour de force de nous les prendre et de nous les revendre sous une autre forme, en particulier la publicité. Et donc, on voit ça leur a valu de pouvoir avoir une croissance exponentielle de leurs revenus.
Alors mon objectif, en fait, depuis une vingtaine d'années, c'est d'essayer de revenir un peu aux principes fondamentaux d'Internet et de faire en sorte qu'on puisse concevoir des systèmes qui soient décentralisés et collaboratif. Et donc c'est à peu près tout ce temps que ça fait 20 ans que je poursuis cet objectif. Et donc de m'intéresser surtout à la décentralisation et la collaboration. Alors, je ne vais pas parler de tout, donc je vais essayer de couvrir un peu 3 défis techniques qui sont importants dans ce domaine. Donc le premier, c'est la dissémination d'informations à très grande échelle. La deuxième, c'est la recommandation ou la personnalisation à grande échelle. Et enfin, je vais après parler de ce qui m'intéresse ici à l'EPFL, qui est plutôt la frugalité des systèmes que l'on peut développer, c'est-à-dire que ce soit en sorte d'être économe en communication et en calcul. Et donc, je vais illustrer ça à travers une application qui est une application de dissémination de news et dans les différents endroits où j'ai pu travailler. Alors en fait, la première chose que j'ai faite, c'est avec des collègues évidemment, et on n'était pas les seuls, c'est de commencer à travailler dans les années 2000 sur les systèmes pair à pair. Donc à l'époque, c'était des travaux pionniers. Donc ça se passait à Microsoft Research en Angleterre. Et donc, on a commencé par s'intéresser à la dissémination grande échelle. Donc, imaginons maintenant un journal, bon, en l'occurrence c'est Ouest France, qui est le plus grand acteur de la PQR en France, et qui souhaite envoyer des notifications à tous ses lecteurs sur les articles qui concernent la route du Rhum. Je sais que vous êtes plus intéressés peut-être par la Coupe du Monde de foot, mais en fait c'est un événement très important, qui est largement dominé par les Bretons, d'ailleurs. Et donc, si on est dans ce cadre-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que le site en question va devoir envoyer des notifications à énormément d'utilisateurs. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce petit lien gris, au milieu, on passe par Internet. Donc, ça pose 3 problèmes. Le premier problème, c'est que le lien noir, ici, il va être saturé, parce que c'est celui qui sort de ce site. Le deuxième, c'est que si jamais le site tombe en panne, c'est un désastre pour les utilisateurs qui ne peuvent pas suivre les avancées de leur skipper préféré. Et le troisième, c'est que Ouest France est au courant d'à peu près tout ce qui vous intéresse sur son site. Donc, pour pallier un peu ces problèmes-là, je me suis intéressée beaucoup à la dissémination épidémique. C'est-à-dire ça. Alors maintenant qu'il y a eu le Covid, c'est bien parce que je peux m'appuyer là-dessus pour vous faire comprendre comment la dissémination se passe vite quand il s'agit d'un virus. On parle aussi parfois de dissémination de rumeurs. Et donc la manière dont ça fonctionne, c'est que, imaginons, donc là prenez ça comme hypothèse pour le moment, que les lecteurs de Ouest France sont connectés de cette manière-là. Connectés, ça veut dire quoi? Ils savent à quelle adresse Internet envoyer un message. D'accord? Alors les liens bleus là, c'est évidemment des liens qui en fait transitent par Internet à chaque fois. Okay? Et donc, la manière dont cette dissémination se passe, c'est qu'elle se passe de manière collaborative, de manière décentralisée. Donc, si Bob, ici, a récupéré l'information, ce qui va se passer, c'est qu'il va l'envoyer à tous les voisins, ceux qu'il connaît, et chacun va faire de même. Donc là, j'espère que vous appréciez l'animation qui m'a pris un certain temps. Donc, il y a quelques petits défauts, mais bon, voilà. Quand même, je vous laisse apprécier. Voilà. Donc, alors l'avantage, en fait, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui s'est passé de manière collaborative, que chacun a participé et qu'il y a eu, quand bien même certains n'auraient pas fait leur job de transmettre l'information, certaines fois, le message est arrivé 2 fois et donc ça a une certaine tolérance aux défaillances dans le réseau. Et en fait, il y a quelque chose qui est un peu magique ici, c'est le logarithme. Alors ça, pourquoi les informaticiens, on aime bien le logarithme? Parce que c'est quelque chose qui grandit très doucement. Donc c'est la courbe rouge ici. Ça grandit très doucement avec la taille du système par rapport à l'exponentielle qui est là, c'est-à-dire qui serait la dissémination du virus, et le côté linéaire. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est que si, en fait, chacun de ces utilisateurs connaît un nombre d'autres lecteurs, ou est connecté ou envoie un nombre d'autres lecteurs qui sont choisis de manière aléatoire et uniforme dans le réseau et qu'il en connaît de l'ordre de log n, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très petit par rapport à la taille du système, mettons 20 pour 1 million, eh bien, on va avoir le message qui va être disséminé à tout le monde avec une très forte probabilité et en un nombre logarithmique d'étapes. Et on a même pu montrer que ce n'était pas nécessaire d'avoir exactement log n voisin, mais qu'on pouvait en avoir log n en moyenne, indépendamment de la distribution du degré.
Alors une fois qu'on a fait ça, c'est bien, mais en fait, l'hypothèse que je vous ai donnée, c'est qu'il faut que ces voisins-là soient choisis de manière aléatoire et uniforme dans le réseau. Et comment on fait ça? Si on commence à aller voir un serveur pour avoir cette information, on s'éloigne de l'aspect décentralisé. Donc le défi suivant, c'était de faire en sorte de pouvoir obtenir pour chaque lecteur un échantillon aléatoire et uniforme sans reposer sur un serveur. Et donc, comment est-ce qu'on fait ce genre de... Je ne vais pas évidemment rentrer dans tous les détails. Comment on fait ce genre de choses? Eh bien, exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'au lieu de communiquer, de disséminer des informations, on va s'échanger des listes de voisins. Donc, si par exemple, moi dans mes voisins, j'ai Rudiger et que Rudiger, lui, connaît une autre palette de voisins et qui me donne ces adresses-là, je vais pouvoir faire un petit mélange et en connaître d'autres de cette manière-là. Et si on continue à avoir ce processus itératif, on est capable de montrer qu'on obtient localement, on peut obtenir localement un échantillon aléatoire uniforme de la population. Donc ça, c'est, je me suis pas mal intéressée à ces choses-là, et c'est des choses qui ont été, qui ont fait l'objet de publications, en particulier un Test of Time Award, et qui ont fait l'objet de transferts soit dans Microsoft, soit dans un protocole de streaming collaboratif qui s'appelle Cool Streaming. Voilà. So far, so good. Richie? Ok, alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est les recommandations, c'est aller un petit peu plus loin, c'est faire en sorte que les lecteurs, au lieu de récupérer toute l'information qui émane de leur journal préféré, ne soient notifiés que des choses qui les intéressent. Ça s'appelle de la recommandation. Et en fait, il s'avère, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait de retour à l'INRIA, et dans le cadre d'un projet ERC. Alors, la recommandation, à peu près tout ce qu'on consomme aujourd'hui comme contenu, ça émane d'algorithmes de recommandation. Donc, 70% du contenu consommé sur YouTube émane de l'algorithme de recommandation. L'interface de Netflix, pour ceux qui la connaissent, c'est uniquement une succession d'algorithmes de recommandation qui sont divers et variés, mais c'est comme ça qu'on accède au contenu. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Alors, l'avantage de ces plateformes-là, c'est que comme elles sont centralisées, elles collectent l'ensemble des données et peuvent faire des calculs sur toutes ces données-là et nous fournir des recommandations. L'inconvénient, c'est qu'elles savent tout sur tout. Et donc, mon objectif là, ça a été de décentraliser ce processus. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle du filtrage collaboratif. Donc, le filtrage collaboratif, c'est vraiment l'idée de se dire que si on a deux personnes, en l'occurrence Alice et Bob, qui ont eu des intérêts, qui ont aimé les mêmes articles par le passé, ont une probabilité très forte d'aimer la même chose dans le futur. Et donc, comment est-ce qu'on peut réussir à avoir ce service-là et à faire en sorte qu'ils se connaissent? Donc, je vous rappelle, hein, on a des réseaux de très grande taille. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que Alice, en fait, elle connaisse les gens qui lui ressemblent le plus de ce point de vue-là. Et où chacun garde ses données chez lui. Et donc, chaque utilisateur va avoir ce qu'on appelle un profil, c'est-à-dire son historique de consommation sur Ouest France, par exemple, ou Le Monde, et va pouvoir calculer sa similarité, savoir à quel point ils sont proches. Et en fait, on arrive à obtenir ce graphe qu'on appelle un graphe de plus proche voisin. Et à partir de là, on peut faire des prédictions, c'est-à-dire que ce qui a plu à Alice a une forte probabilité de plaire à Bob. Alors, comment on fait de manière décentralisée? Parce qu'encore une fois, on ne va pas commencer à calculer sa similarité avec tout le monde. Eh bien, l'idée, c'est encore une fois d'utiliser des algorithmes épidémiques et au-dessus. Donc là, je vous rappelle, on a Internet qui rallie chaque utilisateur. Ici, on a un réseau, un graphe aléatoire uniforme qui, en l'occurrence, est dynamique. Et donc, ce que va faire cet utilisateur, en l'occurrence, c'est celle-là, voilà, Alice. Ah, bah tiens, je n'ai pas bien connecté. Eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en fait considérer dans un premier temps un sous-ensemble aléatoire et regarder sa similarité. Donc, elle va en prendre, mettons, k au carré. Et puis, elle va ensuite récupérer les cas plus proches et recommencer ce processus. Et la manière dont on peut faire ça de manière efficace, c'est comme tout le monde est en train d'optimiser son réseau pour trouver ses plus proches voisins, eh bien, encore une fois, si Ed a des voisins et que Ed est proche de moi d'un point de vue, des habitudes de lecture, eh bien, ces voisins ont une forte probabilité d'être de bons candidats. Donc, je vais plutôt lui demander à lui, donc je vais plutôt lui demander à ce niveau-là, et je vais resélectionner les cas plus proches. Donc ça permet d'avoir des méthodes décentralisées pour obtenir des graphes de plus proches voisins et qui passent à l'échelle, évidemment, parce qu'on est en décentralisé, et puis qui ont une certaine forme de respect de la vie privée. Bon, là, je ne rentre pas dans les détails pour comment on peut faire ça.
Donc ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on avait développé un prototype qui était le premier recommandeur peer-to-peer de news. Alors ça a eu un succès quand même mitigé, mais en tout cas on l'avait testé dans nos écoles d'hiver à l'époque entre tous les étudiants. Et à ce stade, en fait, on s'est dit, alors peut-être que j'aurais dû faire un TikTok décentralisé parce que ça aurait plus de succès, puisqu'on me dit que le succès de TikTok repose sur son algorithme de recommandation. Mais à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé Mediego, qui était une start-up. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Donc ça, je l'ai fondé en 2015, mais sur des travaux qui dataient d'un peu plus loin, et que j'ai donc cédé en 2019 à un groupe parisien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Mediego? On fait de la personnalisation de contenu pour les journaux en ligne. D'accord? Alors, ça présente deux aspects. Première, c'est la recommandation de web, c'est-à-dire que si je vais, moi, sur le site de Ouest France et que Deirdre va sur le site de Ouest France, on va avoir des choses qui sont différentes parce que ça correspond à nos intérêts. L'autre chose, c'est les newsletters personnalisés. Vous êtes peut-être abonné à la newsletter de votre journal favori qui vous envoie un truc tous les matins. Là, on a fait de la personnalisation. Alors, la spécificité de ces données-là, c'est que d'une part, les données changent. Enfin, il y a beaucoup de contenu sur les articles, sur les sites de news qui sont produits, donc ça fait beaucoup d'articles par jour. La deuxième chose, c'est que ils ont une durée de vie très limitée, donc par rapport à de la recommandation de films ou de livres, c'est un petit peu différent. Et la troisième chose, c'est qu'on est un peu versatile en tant qu'utilisateur sur ce qui nous intéresse. En particulier, moi, je ne m'intéresse pas au foot. Là, il y a la Coupe du Monde. Peut-être que je vais m'y intéresser ou pas. Mais en tout cas, ça pourrait être le cas. Et par contre, il est clair que dans un mois, je ne m'y intéresserai plus du tout, plutôt si la France perd trop tôt. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait sur les newsletters? On a fait ça pour Ouest France en l'occurrence. Donc, tous les matins, ils envoient à 300 000 utilisateurs leur newsletter. Donc, ici, c'est une qui n'est pas personnalisée. Et ensuite, on a 20 articles qui sont ordonnés comme ça. Et ce qu'on voit ici, là, c'est l'ordre des articles. Donc, le 1, c'est celui-là, le 2, c'est celui-là, etc. Et là, c'est le nombre de clics. Et ce qu'on voit, c'est les vertus de la personnalisation, c'est-à-dire que le nombre de clics est beaucoup plus élevé dès que le contenu est personnalisé, quand bien même cet article est beaucoup plus petit que la une. Et donc, ce qui nous a permis de convaincre d'autres clients et de pouvoir avancer comme ça. Donc, c'était une aventure très enrichissante, mais qui continue maintenant, sans moi. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Eh bien, le paysage scientifique et sociétal a quand même pas mal changé. Et en particulier, il y a eu vraiment, maintenant, tout le monde à peu près, les États, les gens, commencent à se ronger les sangs, vraiment, pas que les académiques, sur les problèmes de durabilité, de souveraineté, et aussi les problèmes de respect de la vie privée. Donc ça, c'est clairement quelque chose aujourd'hui qu'on essaie de prendre, que les États en particulier, les gouvernements essaient de prendre à bras-le-corps. Aussi, pendant ce temps-là, il y a eu un accroissement phénoménal des algorithmes d'apprentissage et d'intelligence artificielle qui ont évidemment des versions qui sont distribuées et en particulier maintenant pour des raisons à la fois de passage à l'échelle et de respect de la vie privée, on décentralise, on distribue et on décentralise ces algorithmes. Et puis enfin, on ne peut pas ignorer tout ce qui s'est passé après Bitcoin et le paysage de la blockchain, qui sont des algorithmes qui sont complètement décentralisés. Donc en fait, si on peut dire qu'il y avait une killer app pour le peer-to-peer, c'était bien Bitcoin. Et donc du coup, c'est vraiment un bon moment pour continuer à avancer dans ce domaine. Et c'est un petit peu comme les pantalons à pattes d'Ève qui étaient très en vogue dans les années 70 et qui reviennent de manière phénoménale en ce moment. Donc moi, finalement, c'est vraiment toujours ça qui m'intéresse et je pense que c'est un bon momentum pour continuer à avancer en prenant à bras-le-corps évidemment les défis qu'on a aujourd'hui dans ce domaine. Alors donc, qu'est-ce que je fais à l'EPFL? Donc déjà, je suis ravie d'être ici à l'EPFL, c'est un environnement remarquable. Et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de concevoir des systèmes qui embrassent les défis des applications d'aujourd'hui, en particulier d'algorithmes de plus en plus compliqués qui manipulent un très grand nombre de données, et de le faire en sorte qu'ils puissent adopter une certaine frugalité, c'est-à-dire qu'ils limitent les communications, qu'ils limitent les calculs et qu'on puisse répondre un peu aux enjeux
autant que faire se peut aux enjeux contemporains. Et donc je vais vous prendre l'exemple du learning décentralisé, puisque c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler avec les membres de mon laboratoire depuis 2 ans. Alors qu'est-ce que c'est que l'apprentissage décentralisé? Encore une fois, vous reconnaissez, hein, c'est encore une fois des utilisateurs qui sont connectés de cette manière-là. Alors ça peut être un téléphone, ça peut être un laptop, ça peut être autre chose. Et dû à l'accroissement du volume de données, mais surtout au problème de respect de la vie privée, eh bien, le principe de base en fait, qu'il y a dans cet apprentissage décentralisé, c'est le fait que les données, elles restent où elles sont. C'est-à-dire que mes photos, mes textes, ce que je regarde sur Internet, ça reste dans mon téléphone ou sur mon laptop. Par contre, je veux quand même bien collaborer pour faire un modèle global. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que en fait, chacun, et ça repose éminemment sur des protocoles épidémiques encore. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que chaque utilisateur, tout le monde cherche à avoir un modèle global. Okay? Chaque utilisateur ici va entraîner ce modèle, mais uniquement sur ses propres données. Et puis ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va échanger les paramètres, donc pas ses données, mais les paramètres du modèle qu'il a calculé avec ses voisins. Et moyenner tout ça, et à force, puisque un algorithme d'apprentissage prend plusieurs étapes, eh bien, à terme, l'ensemble des modèles locaux vont converger vers un modèle global, qui est le même et qui est un modèle qui est précis, et sans que personne n'ait pu échanger ces données. Donc, quels sont les défis qui sont associés à ce genre de choses? Il y en a, elles sont de 2 ordres. Le premier est lié aux données. Donc, effectivement, on peut... donc par rapport au data center, dont je pense qu'on entendra beaucoup parler un petit peu plus tard, sur lesquels les algorithmes d'apprentissage aujourd'hui tournent, eh bien, et où les données sont distribuées de manière uniforme, dans des systèmes pair à pair, on peut se retrouver dans des situations où on a des choses très différentes. Par exemple, si on parle de classification d'images, moi je peux avoir que des photos de chiens sur mon téléphone, Rachid que des photos de surf. Et évidemment, comme on entraîne nos modèles de manière localement, on va avoir des modèles qui, dans un premier temps, vont beaucoup différer. La seule manière que ça puisse converger, c'est quand on va s'échanger les informations des paramètres du modèle sans les données. Et donc, ça va mettre un certain temps, plus de temps à converger que si on avait un échantillon uniforme des données sur notre machine. Okay. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, je vous ai dit que on pouvait parler de laptop, de téléphone, d'autres devices, d'autres appareils, et du coup, il peut y avoir une certaine hétérogénéité des capacités système, donc là, en termes de calcul, de mémoire, de réseau, qui font que ça met un peu au défi des algorithmes qui sont habitués à travailler sur des nœuds qui sont tous équipés de la même manière et qui sont connectés par des grandes bandes passantes. Et donc là, je vous donne un exemple. Alors là, c'est je dirais, le slide un petit peu technique, donc qui est le fruit du travail en particulier de Rishi Sharma, Akash Dasad, Raphaël Pires et également Milos et Jeffrey qui sont aussi des étudiants. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, on sait qu'il n'est pas nécessaire de transmettre la totalité dans ce genre d'apprentissage distribué. Il n'est pas nécessaire de transmettre la totalité des paramètres qu'on a calculés localement. Si on transmet un sous-ensemble, ça peut être suffisant. La question, c'est quel sous-ensemble? Ça s'appelle la sparsification et je n'ai pas trouvé de bonne traduction. Et donc, là, l'objectif, c'est vraiment de se dire, il faut qu'on le fasse de manière intéressante. Bon, ok. Voilà. Je vous ai défloré la suite. Et donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on va d'abord, dans un premier temps, ordonner les paramètres par ordre d'importance. Je vous passe les détails. Et dans un deuxième temps, savoir sélectionner quel est le pourcentage que chaque utilisateur va transmettre à ses voisins. Et faire en sorte que ce ne soit pas toujours le même pourcentage, de manière à ce qu'il n'y ait pas des paramètres qui soient un peu oubliés et qui ne soient jamais échangés en fait, entre les différents utilisateurs. Et ce dont on s'est rendu compte, donc voilà, ça c'est les résultats. Donc ici, on peut voir ça comme le gain en bande passante. Donc en rose, c'est quand on partage la totalité des paramètres. En bleu, c'est des concurrents. En vert, c'est nous. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive vraiment à réduire significativement la bande passante. Donc, ça, c'est des gains
en bande passante. Pour avoir quand même, il faut quand même que ça reste utile. Donc ça, c'est la précision du modèle a posteriori. Et ce qu'on voit, c'est que ça, c'est le concurrent qui donc payait en quelque sorte le fait qu'il gagnait en bande passante par une baisse de précision. Et nous, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas très très loin de si on avait échangé tous les paramètres. Donc ça, c'est juste pour illustrer un peu les choses qu'on fait en ce moment dans mon laboratoire. Alors maintenant, je pense que pour conclure, puisque j'arrive presque au terme de cet exposé, donc en fait, mon expérience, et je l'ai vu à Microsoft, mais j'ai aussi vu ailleurs, c'est que les approches un peu novatrices, elles mettent du temps à rentrer dans la tête dans les produits, à rentrer dans la tête des gens, et que l'adoption est quelque chose qui prend toujours un peu de temps. Et finalement, 20 ans à l'échelle d'une humanité, c'est pas grand-chose. Et je pense que là, on est à un bon momentum pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, je suis pas la seule à le penser, puisqu'il y a vraiment cette vague de ce qu'on appelle le Web 3. Alors le Web 3, c'est un terme qui a été inventé par introduit par le fondateur de Ethereum qui est une blockchain, et lui ne voit d'issue dans le web décentralisé que par la blockchain. Tim Berners-Lee, qui continue à s'intéresser au système et qui est d'ailleurs un petit peu déconfit de ce que le web est devenu, eh bien, lui a une autre approche où il ne considère pas que la blockchain est centrale. Moi, j'avoue, j'ai un petit peu tendance à penser que c'est plutôt vers là qu'on pourrait aller, mais ça reste à démontrer. Et on s'y attache. Et voilà, on voit aussi que, par exemple, Mastodon, à la suite du rachat de Twitter par Elon Musk, qui a suscité une certaine inquiétude de la part des utilisateurs d'être un peu tenu en otage en fait par les lubies du nouveau propriétaire, s'est engouffré en force dans le Mastodon, qui est un réseau social décentralisé. Pas complètement, il y a des serveurs, mais en tout cas c'est quand même plutôt affiché et décentralisé, et surtout c'est open source. Donc voilà, donc je pense que c'est un très bon moment pour attaquer tous ces problèmes, que la route est longue, mais qu'on n'a jamais été plus près de là. Donc je voudrais terminer quand même par un certain nombre de remerciements. Donc merci à tous d'être ici ce soir et de m'avoir écouté très sagement, j'avoue. Donc je voudrais aussi remercier le PFL pour l'environnement remarquable qu'elle procure. Donc c'est vraiment à tout point de vue. Donc ça c'est vraiment un privilège que d'être ici. Merci beaucoup à ma famille qui s'est déplacée et qui m'a toujours soutenue dans ces aventures. Et je voudrais aussi remercier évidemment l'ensemble de mes collaborateurs, parce que rien de tout ça ne se serait fait, et j'en ai beaucoup, donc je ne vais pas tous les citer bien évidemment. Donc je voudrais surtout remercier aussi mes doctorants, et en particulier mon équipe actuelle. So thanks Rishi, Raphaël, I saw him, I don't know where he is, Milos, Marie, Akash and Nastia for being so smart and so fun to work with. Merci aussi à Madeleine qui nous supporte au quotidien. Et puis je voudrais aussi terminer par remercier mes mentors, donc on en a tous. Et moi en particulier, il s'agit de Andy Tannenbaum et Martin Van Steen, qui étaient vraiment qui m'ont appris à faire de la recherche, je dirais, c'est eux qui m'ont appris à faire de la recherche, donc ça c'était quand j'étais postdoc à Amsterdam. Et je voudrais aussi remercier Rachid Garaoui, qui il y a 20 ans m'a mis sur la piste des algorithmes épidémiques, et je tiens quand même à souligner que ce n'est pas par gratitude que 10 ans après je me sois mariée avec lui. Merci beaucoup.